Il y a 3 jours, en ouvrant ma boîte aux lettres et en insultant de tous les noms ce putain de facteur qui n'a jamais été foutu de comprendre les caractères. Pas de pub inscrit au feutre noir sur le contenant. J'ai saisi la gerbe de publicités colorées qui en dépassaient et dont la simple vue me faisait presque regretter la victoire du capitalisme sur le communisme. Puis, suis rentré chez moi en proférant des injures mongoles. Une fois à l'intérieur, j'ai jeté les flyers et catalogues sur la table du salon avec la nette intention de m'en servir pour alimenter ma cheminée. Les feuillets sont répandus sur le meuble en vieux chêne, révélant un contenu qui pouvait aller d'offres spéciales concernant le boudin noir du carrefour de ma rue à des publicités douteuses pour un sex shop dont le logo ressemblait curieusement à une femme assise sur un berceau de Judas, en passant par quelques annonces du docteur Alagbou, grand marabout capable de vous guérir de la puissance et reconnu par Didier Raoult en personne. Devant tant de décadence humaine, j'ai soupiré. Sérieusement, qui mangeait encore du boudin noir en 2022 ? Où étions-nous ? Revenus à l'époque des poulardes et du pain sans sel, un temps dont le seul vestige est un Christian Clavier habillé en péruvien qui s'extasie devant un interrupteur et mange des os à moelle à même le sol. Gagné par une misanthropie et une rage que la réflexion précédente venait de réveiller, j'ai poussé un cri de rage et saisi toutes les publicités éparpillées sur la table pour les rouler en boule et les jeter dans l'âtre que je projetais d'allumer. Tandis que la boulette de papier atterrissait au cœur de ma cheminée, j'ai remarqué un prospectus qui avait échappé à ma colère et l'ai aussitôt attrapé dans l'objectif de lui faire subir le même sort qu'aux autres. Mais alors que je m'apprêtais à la réduire à l'état de chiffon, mon œil a été attiré par le visuel de la publicité que je tenais en main. M'arrêtons net. La première chose qui m'a marqué, c'est qu'on aurait dit le projet d'art plastique d'une classe de CE1, tant le trait était grossier, à tel point que je me suis demandé quel genre d'imprimeur pouvait bien avoir accepté de produire de tels tracts. Le visuel en question consistait en un dessin de 3 personnages, au look gothique, qui souriaient de manière extrêmement gênante sur fond de forêt. Sur la gauche, le personnage représenté était une espèce de clown qui visiblement avait manqué le passage à la télécouleur, et dont le nez me rappelait cruellement un Mikado. Venait ensuite un adolescent à l'air dépareillé et dont les lèvres, présentant des commissures ensanglantées, me faisaient me demander s'il n'y avait pas une histoire tournant autour de fantasmes douteux, incluant des menstruations. Enfin, tout à droite, le dessin de la petite bande se concluait par une sorte de chien, dont les quenottes brillantes remettaient en question les 12 années de bons et loyaux services qu'avait à son actif mon dentiste. En dessous de cette grossière esquisse, un paragraphe d'un blanc laiteux, surplombé d'un étrange symbole, ressortait sur le fond noir du prospectus. Vous avez toujours rêvé de devenir l'un des proxys de sa sainteté, le Slenderman ? C'est compréhensible. Voyez comme nous sommes heureux ci-dessus. Rendez-vous au cœur de la forêt de Marchienne le 24 février 2022 à 22h. Nous ferons ce que vous avez toujours voulu être. Lorsque j'eus fini de lire le paragraphe, je suis resté interdit durant quelques secondes. Le 24 février, c'était aujourd'hui. Quant à devenir ce que j'avais toujours voulu être, je me voyais déjà riche comme Crésus, au bras d'une jeunette 2 fois plus jeune que moi, rendant ivre de jalousie cette vieille peau qui m'avait servi de femme pendant 30 ans, m'ayant quitté sous un prétexte fallacieux, il y avait maintenant 5 années. Elle m'avait retrouvé au lit avec sa sœur un beau matin de printemps, et n'avait jamais voulu me pardonner, sous prétexte que j'étais quelqu'un d'immonde et d'immoral. Vous me direz, j'aurais pu n'en avoir cure et lui répondre que j'allais partir vivre avec sa sœur, ce qui était prévu. Mais la police avait fait irruption dans la chambre funéraire à sa suite, et m'avait sommé de les suivre alors que des employés des pompes funèbres déboulaient en 4e vitesse, s'affairant à remettre le corps bien en place dans le lit. Je me rappelle encore des derniers mots que j'avais lancés à mon ex-femme, alors que l'on m'accompagnait hors de la pièce. « Et tu sais, ça n'a rien de si écœurant, hein. C'est comme un plongeon dans la mer sur la côte bretonne. Au début, c'est un peu froid, mais une fois qu'on est dedans, on est bien. La Bretagne te dégoûte peut-être, non ? Alors arrête un peu tes jugements de mégère arriérés. » La police n'avait visiblement pas trop apprécié
et m'avait gratifié d'un coup de matraque dans... Le téléphone sonnait. Arraché à ce douloureux souvenir, je suis revenu à la réalité et ai saisi le combiné qui traînait sur le rebord de la cheminée. Aussitôt, une voix s'est adressée à moi. Demain, 22h, dans la forêt de Marchienne. Venez. Est-ce que j'ai l'air d'être paysan, au point de ne pas savoir lire? Non mais je dois m'assurer. Et puis, qui a dit que je voulais y aller à votre réunion de hipsters? Nous ne sommes pas des hipsters comme vous dites. Nous sommes les pros. Les pros quoi? Les prolétaires? Les procrastinateurs? Les procréateurs? Les proxys. Non merci, j'ai déjà NordVPN. Je n'ai pas besoin de ça sur mon ordinateur. Allez démarcher des auto-entrepreneurs au lieu de faire chier les honnêtes gens. Mais... Excédé, j'ai raccroché. Ils voulaient que je vienne à leur réunion de programmeurs sataniques. Ils allaient être servis. S'il y avait une chose que je haïssais encore plus que les pâtes sans parmesan, c'était ces espèces de cercles New Age remplis de jeunes cons qui se donnaient des noms à la mort moelleux dans l'espoir de paraître marginaux et de révolutionner la pensée sociale avec des projets artistiques aussi innovants que le fait de copuler sur le capot d'un cabriolet en Amérique durant les 30 glorieuses. Fourrant le prospectus dans ma poche, j'ai décroché ma carabine à plomb du mur, l'ai chargée et enfilé ma casquette plate et suis sorti de chez moi. J'allais faire le ménage et empêcher l'extrême gauche de contaminer d'autres personnes innocentes avec ses idéaux nauséeux avant qu'il ne soit trop tard. Ce sont les petits ruisseaux qui finissent par faire les grandes rivières et je devais être celui qui tuerait le serpent dans l'œuf pour m'assurer qu'il ne devienne jamais un danger pour notre pays et ses valeurs. J'ai sorti mon Walkman de ma banane, y ai inséré une vieille cassette usée et enfilé mon casque audio. Et alors que la musique envahissait doucement mes oreilles, je me suis mis en marche vers la forêt. Il devait être aux alentours de 19h lorsque je suis parvenu à l'orée du bois. La nuit commençait déjà à tomber, et si j'avais été de ces parigots pétochards qui ne connaissent que leur jungle de béton et leur clochard à 5 grammes, j'aurais pu me laisser aller à dire que l'ambiance était menaçante. Mais laissons là ces considérations. J'ai ôté mon casque audio et me suis avancé sur le sentier, entamant ma marche entre les fougères humides qui poussaient ça et là. Pour y avoir traqué le Dahu dans mes années les plus candides, je connaissais la forêt par cœur et suis rapidement arrivé au croisement qui marquait, selon le consensus des villes environnantes, le cœur de celle-ci. Lorsque je me suis caché dans les fourrés, ma carabine pointait sur le chemin. Il était environ 21h. J'ai attendu à peu près une demi-heure avant de voir les premiers hipsters arriver. En voyant leurs aspects, j'ai réprimé un vomissement. Habillés tout en noir, de longs cheveux de même couleur cachant la moitié d'un visage juvénile, et une bague de la taille d'une gousse d'ail à chaque doigt. Les deux nouveaux venus avaient vraiment l'air de deux adolescents attardés qui s'étaient rendus à un festival de black metal avant de venir. Sans un mot, ils ont commencé à sortir un petit tube rouge d'un sac qu'ils avaient emmené, et à tracer un étrange symbole au sol, le même que sur le flyer, semblait-il. Ils se sont ensuite assis en tailleur, chacun à côté du tracé, et ont enfin ouvert la bouche. « Eh, t'es sûr que le Slenderman va se ramener cette fois ?» T'inquiète, je l'ai lu sur un forum de jeux vidéo. Faut juste être assez nombreux. Et assez torturé aussi. Ouais, parce qu'on est grave torturés, nous. Sombre est notre vécu, triste est notre passé. T'es trop dark, mec, c'est ouf. C'est pas pour rien que je suis moitié loup-garou, moitié chupacabra. Le côté dark vient avec. Et t'arrives à être un proxy en plus de tout ça. Trop fort, mec. Alors que les deux acolytes semblaient discuter bon train, j'ai pris conscience d'une chose extrêmement importante. J'avais oublié l'essentiel, ce qui me permettrait de comprendre toute la teneur de l'événement, et de prévaloir si une telle chose venait à se reproduire une fois que j'en aurais eu terminé ici. J'avais oublié mon dictionnaire. Je n'avais en effet pas compris un traître mot de ce qu'ils avaient échangé. Ça devait être une sorte de langage codé, utilisé de manière à ne pas laisser fuiter des informations qu'un importun comme moi aurait tôt fait d'utiliser contre eux dans mon projet de sauvetage du pays. Ils étaient forts, très forts. L'échange en langage codé a continué durant une autre demi-heure, jusqu'à ce que notre hipster arrive par le chemin opposé à celui par lequel j'étais venu, très vite suivi par un autre groupe.
Et encore un autre. En une dizaine de minutes, il y avait bien une trentaine de personnes habillées dans ces espèces de tenues de deuil customisées, façon punk à chien, qui s'étaient assises en tailleur autour du symbole et conversaient allègrement dans leur idiome codé. Puis, le vent a soufflé dans les arbres et tout le monde s'est tu. Depuis ma cachette, j'ai doucement ajusté la position de ma carabine pour pouvoir les plomber les uns après les autres dès que l'occasion se présenterait. Le doigt sur la détente. Les hipsters se sont alors pris les mains, formant un cercle parfait autour du symbole tracé au sol, et se sont mis à dodeliner de la tête en chantant doucement, les yeux clos. Slenderman, Slenderman, fais de moi quelqu'un de dark. Slenderman, Slenderman, tu es la brute du collège pour moi. Slenderman, Slenderman, je veux devenir un proxy parce que c'est la classe. Alors que le chant cacophonique s'intensifiait, je me suis surpris à taper du pied. Il fallait bien avouer que malgré son médiocre sens de la rime, l'extrême gauche avait une bonne mesure de la rythmique. Puis, d'un coup, d'un seul, ils ont cessé de fredonner leur chant païen et ont ouvert les paupières. C'est à ce moment qu'un frisson de terreur m'a traversé l'échine. Dans leurs yeux, je pouvais maintenant la voir, cette lueur. Celle de la décadence humaine, du chaos et du New Age. Je pouvais même y voir danser, nu, une version bavaroise de Christiane Taubira, tant ses yeux reflétaient la mort et les prémices de la destruction du monde. J'ai hurlé, et sans réfléchir, j'ai jailli hors de mon buisson, comme un diable monté sur ressort, avant de canarder l'assemblée. Aucun d'entre eux n'avait eu le temps de se relever que déjà, ils gisaient morts tous, à terre, dans une mare de sang. Je suis tombé à genoux devant le massacre, foudroyé par la fierté que je ressentais en cet instant. Celle d'avoir sauvé mon pays d'une potentielle menace. C'est alors qu'une main s'est posée sur mon épaule. Une main pâle et aux longs doigts longilines. Poussé par mes réflexes, j'ai attrapé le bras auquel elle était reliée et je l'ai tiré en avant, faisant voltiger par-dessus mon épaule le corps filiforme d'un homme en costume qui est venu s'écraser dans l'hémoglobine. Il a poussé un cri et se redressant à demi, a tourné vers moi une face entièrement blanche. Sûrement un autre de ces costumes inspirés des punks à chiens. Je l'ai braqué avec ma carabine et il a levé les mains en l'air avant de s'adresser à moi. Wow, on se calme, je voulais juste vous remercier pour ce que vous avez fait. Ces gamins venaient dans la forêt tous les samedis pour chanter leurs comptines étranges et se frotter nus contre les arbres, en espérant me faire venir à eux. Je commençais à en avoir assez. Et puis, regardez-moi, je suis anorexique depuis ma naissance. Au mieux, j'aurais eu la force d'en faire tomber un dans les feuilles mortes, mais pas celle de les foutre dehors. Je ne sais pas, il y en a qui font une fixette sur moi depuis ce shooting photo de 2009, que j'avais accepté pour le Téléthon. Putain, au final, ces cochons m'ont ruiné la vie, je vous le dis! Touché par ces paroles, j'ai baissé mon arme et considéré cet homme sans visage, cet homme qui semblait avoir vécu les mêmes choses que moi, cet homme à travers lequel je me reconnaissais, quelque part. Alors vous aussi, vous détestez tous ces hipsters New Age qui font des messes noires le dimanche et représentent un danger pour la patrie. Je n'ai mais alors rien compris. Vous aussi, vous haïssez les gens comme... ça. Du bout de ma carabine, j'ai indiqué l'un des corps, dont un morceau de cervelle commençait déjà à s'écouler par l'oreille. L'homme filiforme a gardé le silence un bref instant et a hoché la tête. Nous nous sommes compris. Vous savez, c'est la première fois que je rencontre un homme comme vous, quelqu'un qui a le cœur d'éliminer la vermine et de rétablir la paix. Marcheriez-vous à mon côté pour appliquer la justice dans ce monde de cringe? À ce moment, une larme a coulé sur ma joue. Pour la première fois, je me sentais compris. Oui, j'accepte de servir la lumière et d'éliminer tous les ennemis de la nation, de l'idéal. Bienvenue parmi les proxys, alors. Sur ces mots, l'homme m'a tendu la main. Je l'ai considéré un instant, mais comprenant d'un coup un détail qui jusqu'alors m'avait échappé, mon sourire s'est évanoui. J'ai pointé ma carabine sur le visage lisse du fil de fer qui me faisait face, et tiré l'homme en portant. Le corps est retombé mollement à terre. Sa taille lui donnant dans sa chute l'aspect d'un pantin désarticulé. Je vous l'ai déjà dit, bordel de merde. J'ai NordVPN et je n'ai pas besoin de votre truc. Et alors que le sang de l'homme anorexique se mélangeait à celui des hipsters pour nourrir l'humus du mois de février,
je me suis retourné sans un regard et ai remis mon casque audio pour retrouver le chemin de la maison. Aller aussi loin dans une campagne de publicité pour une saloperie de proxy, il fallait vraiment être un chômeur qui n'a que ça à foutre. Mais je n'en ai pas terminé. Je n'en aurai jamais terminé. Les hipsters, les publicitaires véreux, tous ces suppôts de ce doppelganger bavarois de Taubira qui vit à travers eux et qui tire les ficelles. Je les retrouverai tous et je les tuerai. Cette fois, c'était la fois de trop. Il n'y a plus de place pour le pardon. Désormais, je suis Carabinet René, le bras armé de la justice, et je sauverai mon pays, même si je dois en purifier l'entièreté de mes propres mains, même si je dois traquer Bavarian Taubira jusqu'en enfer, même si je dois me transformer en monstre. Ok, ça marche. Je m'appelle Simon. Et si vous lisez ceci, vous êtes probablement la police ou un professionnel de la santé mentale qui enquête sur mes récentes actions. Excusez-moi à l'avance pour les erreurs de grammaire, car j'écris en fait ceci sur un logiciel de reconnaissance vocale piraté, et je n'ai pas vraiment eu le temps de le calibrer. Ce qui suit peut ne pas vous sembler crédible, et pourrait être le produit d'un esprit désordonné de ma part. Mais il y a suffisamment de preuves circonstancielles pour me faire croire que ce que j'aurais fait était la seule solution rationnelle. Tout a commencé il y a environ 8 semaines, lorsque j'ai eu un grave accident de voiture. À mon crédit, ce n'est pas moi qui conduisais. À mon discrédit, je ne portais pas non plus ma ceinture de sécurité. Non pas que je sois sûr que cela aurait aidé. C'était une voiture modèle, plus ancienne, et l'autre type nous a désossé du côté passager. Mon ami, le chauffeur, s'est échappé avec des côtes meurtries et des éraflures. Moi, j'ai souffert de fractures composées à la main et à l'avant-bras droit, des ecchymoses massives tout le long de mon côté droit, plusieurs coupures profondes sur mon front, et le plus inquiétant, un hématome sous-dural. On m'a dit que j'étais mal en point quand ils m'ont emmené aux urgences, mais les médecins ont fait leur travail du mieux qu'ils pouvaient, et j'ai survécu. Est-ce qu'ils ont vraiment fait de leur mieux ? Je commence à en douter. Quand ils m'ont renvoyé à la maison pour récupérer, quelques jours plus tard, j'avais plusieurs vis et plaques très chères dans le bras, une prescription pour de jolis analgésiques, une belle tête rasée avec un petit patch où ils avaient ouvert le crâne pour soulager la pression, et un plâtre assez épais pour jouer au baseball. Je passais les 2 jours suivants dans une stupeur remplie de drogue, à regarder le plafond de ma chambre, à écouter la télévision de jour ou de fin de soirée, ou à m'assoupir dans des rêves étranges. C'était environ 1 semaine plus tard que je l'ai remarqué pour la première fois. Je n'avais pas encore beaucoup de sensations dans la main, car les nerfs avaient pris un sacré coup et étaient presque encore engourdis. Cependant, il est difficile de ne pas remarquer quand vos doigts décident de commencer à se contracter d'eux-mêmes. Et je ne parle pas de l'étrange spasme musculaire ou de la crampe que nous avons tous de temps en temps. Je parle de serrer et de desserrer complètement et de bouger d'un côté à l'autre. Le plus étrange était que je ne pouvais pas du tout le sentir. Mon cerveau n'a pas réagi que ma main bougeait. C'était comme si ma main appartenait à quelqu'un d'autre. Cela a continué pendant quelques minutes, avant de diminuer. Au cours des 2 jours suivants, ça a semblé se propager à travers le reste de mes doigts, bien que tous, sauf mon index et mon pouce, étaient immobilisés par le plâtre. Pourtant, je pouvais les sentir se serrer contre le plâtre pendant quelques instants, et j'avais une douleur sourde dans la main, et puis, les mouvements disparaissaient. J'ai décidé de l'attribuer à l'interaction des analgésiques que je prenais et de divers médicaments psychiatriques que j'avais pris pendant des années. Cela ne semblait pas être un problème, et honnêtement, c'était plutôt marrant. C'est environ 10 jours après le début que je me suis réveillé au milieu de la nuit avec une intense douleur lancinante dans l'avant-bras. Je cherchais la lumière à côté de mon lit, paniqué, et quand je l'ai allumée, il m'a fallu plusieurs secondes avant que je ne retrouve assez de sang-froid pour commencer à essayer de comprendre ce qu'il s'était passé. La première chose que j'ai remarquée a été un petit filet de sang tout au fond du plâtre. Plusieurs autres taches sanglantes avaient commencé à se former sur le plâtre, toutes alignées le long de mon avant-bras à partir de la main. Quand je me suis retourné vers le lit, j'ai vu plusieurs taches de sang à l'endroit où mon bras reposait, ainsi que quelque chose d'autre. C'était très petit, et j'ai dû le ramasser et l'amener à la lumière pour mieux le voir. Quand j'ai finalement réalisé ce que c'était, j'étais tellement surpris que je l'ai laissé tomber, et il a heurté la table de chevet, et a roulé de la surface et derrière la tête de lit.
j'étais de retour aux urgences à l'hôpital le lendemain matin. Il s'avère qu'un bras sanglant vous mettait assez haut sur le tableau de priorité, et j'ai été vu presque immédiatement. Les médecins ont examiné les taches sanglantes et ont écouté mon histoire. Mais leurs regards sceptiques m'ont dit que je n'obtenais pas le bénéfice du doute ici. Finalement, après quelques examens, ils ont fini par couper le plâtre pour examiner le bras de plus près. Quand ils l'ont fait, il a été révélé que j'avais une longue et fine égratignure de la base de mon poignet jusqu'à l'endroit où le plâtre se terminait. Cela les a fait réfléchir, mais ils m'ont dit que je n'avais pas pris soin de lui et que j'avais laissé quelque chose entrer dans le plâtre. Mon histoire à propos de la vis à os sanglante a été attribuée à un rêve vif provoqué par les analgésiques. Il semblait un peu surpris par une étrange échymose dans ma pomme, mais pas plus que ça. La semaine et demie qui a suivi a vu la bizarrerie de toute la situation augmenter. Ma main tremblait presque toutes les heures maintenant, et le pouce et l'index libre me pinçaient parfois, comme s'ils possédaient leurs propres esprits. C'est alors que j'ai décidé d'obtenir un deuxième avis du manuel de l'hypocondriaque. Internet. Il n'a pas fallu longtemps avant que je réussisse à retracer mes symptômes à une condition très spécifique, celle du syndrome de la main extraterrestre. Cette maladie extrêmement rare fait généralement suite à une sorte de traumatisme cérébral et se caractérise par une dissociation complète des activités du membre donné. Ces activités peuvent inclure divers gestes grossiers, des actes violents ou d'autres mouvements inappropriés. On pense parfois que la condition est provoquée par une personnalité supprimée prenant le contrôle du membre. Inutile de dire que cela m'a fait peur. Dans le même temps, plus d'étrangeté s'est produite pendant que je dormais. Un matin sur deux environ, je me réveillais pour sentir quelque chose me piquer dans la cuisse, et je me baissais pour trouver une autre vis à os ensanglantée. Cependant, la traînée de sang ramenèrent maintenant à l'extrémité ouverte du plâtre, juste après le bout de mes doigts, et il n'y avait pas de sang visible au-delà de quelques gouttes sur le plâtre. Je n'avais toujours pas retrouvé beaucoup de sensations dans la main ou l'avant-bras, et commençais maintenant à sérieusement me poser des questions sur ce qui se passait. Un voyage de retour à l'hôpital n'a pas du tout aidé, car on m'a dit que c'était irréaliste. Le syndrome de la main extraterrestre, disait-il, était extrêmement improbable avec le type de lésion cérébrale que j'avais subi. Ils étaient cependant préoccupés par les nouvelles radiographies de ma main, qui montraient que les os ne guérissaient pas rapidement, et ils ont commencé à discuter de la nécessité éventuelle d'une deuxième chirurgie pour les remettre à zéro. Je n'ai même pas pris la peine de leur montrer le sac de vis ensanglanté, maintenant au nombre d'une douzaine, que j'avais apporté avec moi. Je suis sûr qu'ils auraient également rationalisé cela, malgré l'étrange échymose sur ma main, lorsqu'ils ont remplacé le plâtre une fois de plus. Les prochaines semaines, c'est quand cette chose a commencé à devenir carrément flippante. D'autres vis sont apparues dans mon lit, ainsi que 2 plaques de métal ensanglantées, poussées au bas du plâtre. Toujours pendant que je dormais, jusqu'à ce que je sois à peu près sûr que chaque morceau de métal qui avait été mis dans mon avant-bras avait été pris en compte. Et c'est là que les spasmes ont commencé à devenir vraiment mauvais. Il n'y avait pas de douleur, car j'avais perdu la sensation dans le bras. Mais c'était toujours perceptible. On aurait dit que le bras pulsait sur toute sa longueur, et parfois, je pouvais entendre de faibles bruits de grincement organique venant de l'intérieur du plâtre. Cela a coïncidé avec le fait que ma main elle-même commençait à vraiment agir. Elle semblait avoir pris le contrôle de mon bras jusqu'au coude. Elles me soulevèrent maintenant, et ont fait tomber des objets de mon bureau, et elles coinçaient contre la porte pour m'empêcher de l'ouvrir. J'ai finalement eu recours à une attelle faite maison de rubans adhésifs et de longueurs de tuyaux pour immobiliser le bras. J'ai couvert la main de plusieurs couches de chaussettes pour empêcher les doigts exposés de trouver et de mordre la chair entre ses ongles. J'avais oublié les ongles. Les ongles sur la main exposée. Ils semblaient toujours trop longs. J'avais essayé de les tailler pendant un certain temps, mais ils repoussaient toujours le lendemain matin. Lorsque les doigts ont commencé à éviter sérieusement les coupe-ongles, j'ai abandonné. C'était la logique initiale derrière les chaussettes, mais c'était aussi ce que certaines personnes peuvent appeler la logique de loin des yeux, loin du cœur. Mais il y avait également un espoir aveugle. J'espérais que cela se résoudrait miraculeusement. Je ne pouvais plus maintenir un horaire de sommeil normal, à cause des bruits et des spasmes étranges provenant de mon bras. Je me réveillais souvent après m'être évanoui, quelque part dans la maison, pour sentir la main se tendre contre les liens. Ce qui était plus inquiétant, c'était qu'elle semblait devenir plus forte, alors que les bruits et mouvements étranges s'étaient aggravés. Je n'ai pas pu voir de médecin. C'était en partie la peur de ce qu'il pourrait trouver, et en partie la peur de ce qui pourrait arriver si ce bras réussissait d'une manière ou d'une autre à se détacher lorsque je conduisais une voiture. Tout cela a abouti à ce qui s'est passé la nuit dernière. Eh bien, ce matin, techniquement,
je me suis réveillé au milieu de la nuit, avec une étrange série de stimuli. Le bruit des ongles griffés et du ruban adhésif. La sensation de mon bras serré par quelque chose. Je ne voulais pas allumer la lumière, mais je l'ai fait. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je savais déjà, généralement, ce que je verrais. La chaussette, tapotée jusqu'au bout du plâtre, était toujours là. Sauf qu'il y avait maintenant un trou à travers eux. Un seul doigt s'étendait à travers le trou. Eh bien, c'était autrefois un doigt. Mon doigt. Ce que c'était maintenant, je ne pense pas qu'il y ait un mot pour. Il ressemblait à mon doigt normal, avec un ongle bien taillé, une peau saine, non gonflée et sans tache, à l'exception de quelques poils courts sur chaque phalange entre les articulations. Tous les 2 douzaines environ. Il mesurait maintenant facilement plus d'1 pied, et 1 pied de long, et était articulé comme aucune main sur terre ne l'avait jamais été. Il s'était plié en arrière sur la main, formant une boucle de chair nauséabonde, et grattait les bords de la bande avec ses ongles coupés, qui essayaient de le décoller. Il est resté comme ça pendant environ 15 secondes, pendant que je le regardais, avant qu'il ne s'arrête rapidement, et que le bout du doigt en ressorte lentement. Il a fait des efforts pour se libérer, et pointer vers mes yeux. Ce n'était pas juste. C'était peut-être à quoi cela aurait pu ressembler objectivement, mais je savais que cela ne pointait pas vers mes yeux. Il regardait dans les yeux. Cet affreux appendice en forme de doigt bizarre me regardait dans les yeux. Les minutes suivantes étaient un peu floues. Je ne peux raconter que des extraits. Les muscles de mon avant-bras se tendaient contre des liens immobilisants, moi trébuchant sur mes pieds, hurlant de terreur. La sensation de quelque chose d'autre se tortillant dans les chaussettes sur mes doigts. Le bruit du tissu commença à se déchirer, moi titubant à travers la pièce, trébuchant et tombant au sol. La vue d'un mouvement rapide à travers le trou croissant de la chaussette. Mes doigts, sur mon bras restant, sentant quelque chose de solide et de lourd sous leurs emprises. Encore une série de mouvements frénétiques. Et quand le temps ralentit à nouveau, j'étais affali sur le sol. Une attente lourde dans ma main gauche. Une douleur hurlante dans ma droite. J'ai baissé les yeux pour trouver une lampe de poche que je gardais à côté de mon lit, pour les urgences nocturnes. Et je l'ai serrée dans ma main. Jetant un coup d'œil à droite, j'ai vu ce que j'avais fait. Mon coude était plié dans un angle étrange. Une série de contusions circulaires, lourdes, là où j'avais utilisé ma lampe de poche pour la briser. La chaussette, au bout de mon bras, était légèrement ensanglantée, et je pouvais sentir une masse de contraction à l'intérieur. Le seul doigt qui avait travaillé pour sortir de la chaussette se tordait sur le sol. Plusieurs articulations cassées. J'avais battu mes doigts, avec la lampe de poche, mais ils avaient encore de la vie en eux. Je me suis assis pendant un moment, pendant que je reprenais mes esprits. J'ai fini par avaler quelques-uns des analgésiques puissants qu'il me restait. Et au moment où ils m'ont donné un coup de pied, j'ai découvert que le doigt tentaculaire avait réussi à se rentrer dans la chaussette. Même dans ce cas, je pouvais encore entendre les bruits visqueux et humides provenant de l'intérieur du plâtre. Et je pouvais entendre le doigt claquer alors qu'il fixait les joints que j'avais délogés. Ils y sont toujours. J'ai déjà dû les frapper plusieurs fois avec un marteau que j'ai pris dans ma boîte à outils pendant que je dictais cela. Mon bras ferait probablement mal comme l'enfer, mais je ne pense plus pouvoir appeler cela mon bras. Voyez, je pense que je sais ce qui s'est passé. Les médecins avaient raison et tort quand ils m'ont dit que mon type de blessure n'était pas corrélé au syndrome de la main étrangère. Ce qu'ils n'avaient pas pris en compte, c'était que ce n'était peut-être pas la blessure qui avait causé le problème, mais le traitement. Peut-être que lorsqu'ils ont ouvert mon crâne pour me sauver la vie, ils ont accidentellement laissé quelque chose en moi. Quelque chose avec une intention malveillante, qui ne suit pas les lois de la réalité telles que nous les connaissons. Et quand ils ont opéré mon bras par la suite, les vis et les plaques métalliques, combinées au sang, ont servi de rituel impromptu pour le lier à cette pratique de mon corps pour le moment. Il a donc fallu que cela fonctionne de manière lâche à partir de là. Il s'est frayé un chemin et a commencé à réutiliser la chair sur laquelle il pouvait s'atteindre pour servir son nouveau but. Je ne suis pas sûr, ce ne sont que des suppositions. Mais je ne pense plus que cela compte. Peu importe que ce soit des démons, des extraterrestres ou autres. Je veux juste que ça se termine. Je suis rempli d'un étrange sentiment de calme maintenant. J'ai un plan et je vais l'exécuter. Je sais que tout ce qu'il y a dans mon bras doit être arrêté. Mais je ne veux pas non plus mourir. Je ne pense pas que la chose dans mon bras ait vraiment besoin de moi, et à en juger par son comportement envers le reste de mon corps. Donc le suicide ou l'amputation sont à éliminer. Mais j'ai élaboré un plan. Quand j'ai commencé à raconter cette histoire, c'était vraiment pour tuer le temps. Quand je vais faire cela, pour survivre, je dois m'assurer que je suis quelque part où les gens me verront et appelleront immédiatement à l'aide. Et c'est ce qui m'a aidé à arriver au plan d'action que je suis sur le point d'entreprendre. Vous voyez, le comté fait des travaux d'entretien depuis longtemps sur les arbres le long de ma rue. Je les entends déjà, plus loin, avec des tronçonneuses. Mais ces outils ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse cependant,
C'est un autre équipement qu'elles ont apporté avec eux et que j'entends marcher. Une grande déchiqueteuse de bois, de qualité industrielle. Si j'ai de la chance, je serai capable de me libérer après avoir déchiqueté mon coude. Et sinon, eh bien je n'aurai plus à me souvenir de ce que j'ai vécu. Ce qui va suivre est l'entretien que j'ai eu avec Frédéric Vanier, ancien enquêteur retraité depuis 7 ans. Un homme impressionnant, grand et bourru, mais chaleureux. Un homme, cependant, que la vie a rendu sec. Après m'avoir proposé un café dans son petit appartement en banlieue parisienne, il m'a longuement parlé de sa vie au sein de la police. Ses espoirs, ses déceptions, ses collègues. Quand est venu le moment de parler de l'expérience qui l'a le plus marqué, son regard s'est voilé. Voici maintenant la retranscription, mot à mot, de toute la conversation que j'ai eue avec lui. Ah, vous savez, il s'en est passé des choses en 45 ans de carrière. Mais je pense qu'il y en a une. Je ne l'ai rencontrée à personne. Il n'y a pas un jour où je ne repense à cette petite fille. Mon coéquipier est mort, et je pense que c'est le moment de raconter ce qui s'est passé. J'ai envie de me libérer de cette histoire. C'était en 91. J'étais dans le Loir-et-Cher. Ça a commencé par ce type qui arrive dans le commissariat, affolé. Il était grand et mince, un peu dégringandé, et surtout, des cernes mais immenses quoi. Comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. On prend sa déposition, il répète qu'on vient le réveiller tous les soirs à 2h du matin. On était dans une petite ville, tout le monde se connaît un peu, mais c'est étonnant d'entendre parler d'effractions à répétition comme ça en plein centre. Tu sais, il y a pas mal de vieux qui vivaient là-bas, et leur passe-temps favori, c'était de s'observer les uns les autres. S'il y avait eu un cambrioleur, on l'aurait probablement su plus tôt. Je décide de m'occuper de cette affaire. Alors Maurice, mon coéquipier et moi, on le suit jusqu'à chez lui. Je regrette encore aujourd'hui d'avoir embarqué Maurice là-dedans. Sa petite maison était très mignonne. C'était celle qui était en vente depuis plusieurs années. Il nous dit qu'il s'est installé ici seul, après son divorce avec sa femme. Tout allait bien au début, mais depuis quelque temps, il entend des bruits dans la chambre du haut et dans les escaliers. Un peu en bas aussi, mais il n'est pas sûr. Il a alors regardé plusieurs fois. Rien n'avait été volé. Il pense que ce sont les squatteurs, étant donné que la maison est restée vide longtemps, mais il n'ose pas descendre les chasser. Il pensait qu'il s'en irait tout seul. On commence à inspecter sa petite maison. Pas de traces d'effraction. C'était pas très étonnant. Si les squatteurs venaient depuis un moment, ils devaient avoir un double de la clé. Il n'y avait pas grand chose à voir. On lui propose de dormir avec un ami ce soir et de nous appeler si jamais ça recommençait. C'est là qu'il a éclaté en sanglots. Il nous a dit qu'il n'arrivait plus à dormir. Il ne se sentait pas bien et il connaissait encore personne ici. Et puis il nous a dit, je m'en souviens comme si c'était hier. Messieurs, je serai prêt à vous payer 1000 francs si vous restez avec moi cette nuit. Bon, 1000 francs ça fait dans les 150 € aujourd'hui je crois. Mais le pouvoir d'achat n'était pas vraiment le même il y a 25 ans. Et c'était une petite somme facilement gagnée. Donc Maurice et moi avons accepté de revenir le soir même. Vers 21h, lorsque la nuit s'est mise à tomber, on est parti avec notre sac de couchage pour se rendre chez lui. Il nous demande si on peut dormir dans la salle où les bruits commencent, toujours vers 2h du matin. C'est une petite pièce totalement vide et en travaux, au bout du couloir. On décide de s'endormir pas trop tard, si on doit se réveiller à 2h. Maurice avait pris son petit réveil et le règle pour 1h30 histoire de ne rien rater du spectacle. Ça faisait une bonne demi-heure qu'on était assis sur le sac de couchage. Il est 2h pile. Il se passe rien. Alors on discute en chuchotant de tout et de rien, de la femme de Maurice qui va accoucher de jumeaux, et de mon célibat. Enfin, des conversations entre amis, quoi. Il fait nuit noire, et à part nos chuchotements et les moustiques, il n'y avait vraiment pas un bruit. C'est Maurice qui l'a entendu en premier. Un bruissement de drap, comme quelqu'un qui se lève. Là, j'ai pensé que les squatteurs étaient dans la pièce, et qu'ils sont entrés pendant qu'on dormait. On allume la lampe de poche. Une lampe de poche dirigée en plein visage, ça te réveille n'importe qui.
Mais il n'y avait personne. Pourtant, le bruit continue. Je me souviens que Maurice a commencé à crier. « Il m'a frôlé! Il est sorti de la pièce !» On sort donc. On ne voit pas grand-chose avec ces lampes, mais on inspecte un peu partout. Puis on entend la porte de l'escalier s'ouvrir, et quelqu'un le dévaler de façon maladroite. Les pas sont étonnamment légers pour un squatteur. Une squatteuse me paraissait donc plus correcte. J'ai commencé à me détendre. Je me suis dit hypocritement que ce serait plus facile que prévu. On descend à notre tour. On se dirige à l'oreille. On passe dans le salon, puis vers la cuisine. C'est là que la porte de l'entrée a claqué. Encore une fois. On a suivi. Bon, on l'avait fait fuir, tu me diras. Ça suffisait. Mais j'avais comme un instinct. Je voulais savoir qui était cette petite. Dehors, devant la maison, il y avait des graviers. Ça faisait du bruit et on entendait clairement les pas de la personne devant nous, sans réussir à la voir. Étrangement, elle contournait la maison plutôt que de partir. Arrivée dans le jardin derrière, le silence est revenu. On éclaire, personne aux alentours. C'était vraiment bizarre. Encore une fois, Maurice a été plus observateur que moi. Il a remarqué le tout petit passage formé par un trou dans les fondations de la maison. Il y avait des traces de pas devant. Les petites pierres étaient dégagées. Ça descendait direct à la cave. Elle était allée se cacher. On s'est regardé en souriant, et c'est là qu'on a entendu un gros boom, un peu étouffé par l'épaisseur des murs et de la porte. Je pense pas que notre hôte aurait pu l'entendre. J'ai cassé la vitre, et je me suis glissé par la fenêtre qui menait au sous-sol. Heureusement que j'étais pas gros à l'époque. En plus, il y avait tellement de meubles que ça formait un petit escalier de fortune. Tu vois, dans ce genre de village, toutes les maisons sont agencées pareilles. Et je savais que cette jeune squatteuse ou fugueuse était coincée en bas. La pièce était assez sale, et ça sent une odeur absolument infecte. Ah, des relents de pourriture, quoi. On éclaire chacun une partie de cette pièce. Il y a des boîtes en carton, une échelle, et au fond de la pièce, une grosse armoire. Elle est tombée sur le sol, face contre terre comme on dit. On entend des pleurs, des sanglots qui viennent de l'armoire. Bon. Alors, ce que je vais te raconter, je n'ai encore jamais dit à personne, parce que je ne pense pas qu'on pourrait me croire. Mais je te dis ce qu'on a vu, Maurice et moi. Je me rapproche de l'armoire. Avec Maurice, on la soulève pour la remettre droite. À ce moment précis, les pleurs sont arrêtés. On se regarde, un peu intrigué. J'inspire. J'ouvre la porte. Une odeur pestilentielle. Sur le bois, il y avait des traces de griffures. Quelque chose qui était enfermé là-dedans et qui avait essayé de sortir. Il y en avait partout. Tout en bas de cette armoire, il y avait des draps. Et en dessous des draps, il y avait quelqu'un. Ça faisait des mouvements de respiration. Je retire les draps. Maurice m'éclaire, les deux lampes dans ses mains. C'est là que je l'ai retrouvée. Ce n'était pas une fugueuse. C'était une petite fille de 7-8 ans tout au plus. Fine comme pas possible. Des jambes comme des allumettes. Des joues creusées. J'ai compris qu'elle était morte de faim et de soif. Enfermée dans cette cave depuis des années. Malgré l'effet du temps et de la mort, elle ressemblait plus à une momie de jeune princesse égyptienne qu'à un cadavre pourri. La décomposition avait bien sûr joué son rôle, mais elle était encore presque jolie, pâle, et ses boucles blondes tombaient gracieusement sur son visage, comme si elle dormait. Puis, j'ai fait le lien. La maison. Les anciens propriétaires. Ils étaient partis il y a 3 ans après une tragédie. L'enlèvement de leur fille, Annie. C'était Annie. La porte de la cave étant condamnée, nous sommes remontés, Maurice et moi, par le même passage qu'à l'entrée. On a dit aux propriétaires que nous avions chassé les squatteurs, et on est revenu le lendemain matin, pour, soi-disant, réinspecter la maison. Nous sommes descendus directement dans la cave par la fenêtre. Lui-même nous a dit qu'il n'avait jamais mis un pied là-dedans. Il stockait tout au grenier, devant sa mine surprise. Je pense même qu'il savait même pas qu'il avait une cave. C'est vrai que le murage de la porte avait été super bien fait. Là,
Nous avons fait semblant de découvrir la fille. Nous ne voulions pas raconter tout ce qui s'était passé à nos collègues et perdre notre crédibilité. Tout s'est accéléré. Ils ont récupéré l'enfant. Et 3 ans après sa disparition, elle a enfin pu avoir un enterrement digne de ce nom. J'ai parlé avec les parents de la petite. Je voulais comprendre ce que j'avais vécu. Ils m'ont tout raconté. Il y avait cette indicible douleur dans leur ton. Mais je pense qu'ils étaient apaisés de l'avoir retrouvé. Quand ils ont emménagé, Annie avait quelques mois. Ils ont tout de suite fait murer la cave. Ils avaient peur que leur fille tombe dans les escaliers quand elle saurait marcher. Maintenant que j'y pense, c'est un peu ridicule comme idée. Un simple verrou aurait suffi, mais peut-être qu'ils n'ont pas réfléchi. Et puis... Enfin bref. Ils ont à force oublié cette pièce. Ils m'ont dit qu'elle était somnambule. Une nuit, elle avait juste disparu. Elle n'était plus dans son lit. Je leur ai demandé quand même comment est-ce qu'ils ont fait pour ne pas l'entendre. Les accidents, tu sais, c'est toujours atrocement con. Lui dormait avec des boules caisses, et elle, avec son Valium. Somnambule, tu comprends. Les bruits de draps, les petits pas qui descendaient les escaliers maladroitement. Et le pire, je vais te le dire. Elle n'a jamais pu appeler à l'aide. La pauvre petite était sourde et muette. Ils ont cherché partout, sans penser à cette pièce qu'ils avaient condamnée, il y a des années. Elle s'est réveillée coincée dans cette armoire, sans pouvoir crier. Personne ne l'a entendue. Seule, prisonnière du meuble, abandonnée par ses parents. Au bout de quelques mois, ils n'arrivaient plus à vivre dans cette ville, qui leur avait pris leur petite fille. Ils sont partis. J'ai beaucoup de peine pour elle, tu sais. Mais je pense que maintenant, elle est en paix. Voilà. Tu sais tout maintenant. Afin de me protéger en cas de représailles, tous les noms mentionnés dans cette histoire ont été modifiés. J'étais membre d'une communauté en ligne où l'on discutait beaucoup de jeux. Je jouais à plusieurs types de jeux. Je suis tombé sur le charme des jeux de réalité alternative, les ARG. Il ne faut pas considérer que vous jouez à un jeu lorsque vous vous plongez dans un ARG qui se déroule dans votre vie réelle. L'idée était incroyablement surréaliste. Un ami m'a confié qu'il avait vécu un ARG intense qu'il avait découvert par hasard sur un chat. Il a affirmé que les joueurs étaient très motivés. Il en a beaucoup parlé, mais sans jamais vraiment s'étaler sur le sujet. J'ai intégré ce fameux réseau et j'ai commencé à échanger avec certains joueurs. Le jeu proposait une histoire assez simple. Teresa Banks, la sœur d'un PNJ, avait été kidnappée et probablement assassinée. Il a contacté la communauté pour demander de l'aide. Il semble qu'il résidait dans un autre état et a déclaré que la police était incompétente et ne poursuivrait pas les recherches si sa sœur avait franchi la frontière de leur état. Il s'agissait désormais d'une affaire impliquant le FBI. Cependant, le PNJ ne souhaitait pas être impliqué avec le FBI car il redoutait que cela mette en péril la vie de sa sœur. Il y avait déjà un peu de temps que l'ARG était en cours, donc les joueurs du chat m'ont partagé quelques pistes. La majorité des pistes étaient principalement des photos et des vidéos de la fille. Les vidéos étaient bizarres. Une d'entre elles montrait cette fille dans une maison en compagnie de sa famille à Noël. La qualité de l'image indiquait que quelqu'un se tenant à l'extérieur de la maison avait pris la vidéo et les photos, probablement à l'aide d'un téléphone portable. Il y avait de nombreuses images de la jeune fille avec des garçons, des amis, de la famille, des animaux de compagnie. Ces éléments ne donnaient vraiment pas un bon point de départ. Naturellement, nous avons convenu de partager nos numéros de téléphone pour rester en contact. Nimby163, un joueur, consignait toute cette expérience ARG dans une série de vidéos sur YouTube. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jeu pousse autant de gens à être impliqués, mais ils étaient complètement absorbés par ce monde et par cette histoire. J'ai donc rapidement pris l'initiative de m'inscrire pour les rejoindre. Tout a commencé par l'enquête fondamentale. Vérifier Facebook, Instagram, Twitter, tous les réseaux sociaux de la fille disparue, juste pour déterminer le genre de personne qu'elle était. Après avoir effectué des recherches approfondies,
j'ai découvert que la fille résidait dans ma région. J'avais donc la possibilité de résoudre tout ça moi-même. Je suis allé à l'endroit que son profil Facebook indiquait comme son dernier lieu de travail, un restaurant dans une petite ville. Je suis entré et j'ai commencé à poser des questions, mais les serveurs ont trouvé bizarre que je pose des questions sur cette fille. J'étais certain que si elle faisait partie des PNJ, elle aurait pris le devant pour que ses collègues sachent quoi dire s'ils étaient confrontés à quelqu'un qui pose des questions sur elle. Un serveur très hostile m'a dit que Teresa avait quitté la ville et qu'elle ne voulait pas être dérangée par des gens comme moi. Après ça, j'ai eu l'idée folle de dire à son ancien manager que j'étais son collègue, dans son nouveau lieu de travail, et que j'avais besoin d'un moyen de la contacter parce qu'elle ne s'était pas présentée. En étant très persuasif, et surtout un menteur exceptionnel, j'ai réussi à le persuader de me donner son numéro de téléphone. Il m'a quand même fait savoir qu'il n'était pas certain qu'il soit toujours valide. J'ai partagé avec le groupe la manière dont j'avais mené mes investigations cette nuit-là, et je leur ai transmis les premiers résultats de mes recherches. Ils étaient tous extrêmement satisfaits du travail que j'avais accompli, et m'ont demandé de poursuivre. Ils m'ont demandé de partager le numéro pour qu'ils puissent également effectuer des recherches. C'est pourquoi j'ai affiché le numéro sur le chat. Par la suite, j'ai reçu un message privé de l'un des membres, le fameux Nimby 163. Nimby m'a demandé de faire preuve de prudence en essayant de joindre directement Teresa, car elle était en danger. Il redoutait que ses ravisseurs la surveillent de près et qu'il découvre que des gens la recherchaient. Elle serait alors encore plus menacée. Il m'a raconté cette longue histoire sur la manière dont il avait découvert que Teresa appartenait à une secte. Nimby et moi avions convenu que contacter directement Teresa pourrait la mettre en danger. C'est pourquoi j'ai choisi de ne pas appeler le numéro de téléphone. Après mûre réflexion, j'ai décidé de faire une recherche inversée sur le net pour savoir à qui appartenait le numéro de téléphone. J'ai appris que le numéro appartenait à une femme connue sous le nom de Maddie Ferguson. J'avais même reçu une adresse grâce aux pages blanches. J'ai pris la décision de prendre mon appareil photo pour surveiller la maison de Maddie Ferguson. J'ai pris ma voiture pour me rendre à l'adresse. Je suis tombé sur un terrain vague qui abritait plusieurs caravanes juste à l'extérieur de la ville. J'ai repéré la caravane de Maddie, je me suis garé en face et j'ai pris quelques photos. Ensuite, je suis parti rapidement. J'ai partagé mes photos sur le chat cette nuit-là et tous les joueurs étaient très enthousiastes. Il a été évoqué la possibilité que Teresa ait changé son nom pour se dissimuler de ses ravisseurs. Nous avons réalisé qu'elle avait dû s'échapper d'une manière ou d'une autre, mais nous devions la contacter pour nous assurer qu'elle était en sécurité et qu'elle le resterait jusqu'à la fin. J'ai remarqué que Nimby n'était pas en ligne ce soir-là. Un des joueurs m'a demandé de prendre contact avec Maddie et de poser des questions sur Teresa le lendemain. Si Maddie avait besoin d'aide, nous devions lui faire comprendre que nous voulions l'aider. En l'occurrence, surtout si Maddie était Teresa. Si Maddie n'était qu'une amie proche, il était tout aussi crucial que nous lui communiquions notre volonté d'aider Teresa. En me plongeant dans toutes ces recherches, j'avais presque oublié que ce n'était qu'un jeu. Je suis conscient qu'on ne devrait pas se laisser autant envahir, ni laisser le jeu pénétrer dans notre esprit. Je devais me rappeler de ça, car j'étais vraiment trop engagé. Étant donné que je devais travailler le jour d'après, je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de me connecter au chat ni de poser des questions à cette Maddie Ferguson. Je suis convaincu qu'ils comprendraient si je ne faisais pas suite à leurs demandes dans les plus brefs délais. Après un jour ou deux, j'ai finalement réussi à me reconnecter et à reprendre la discussion avec les joueurs au sujet de Teresa. Pendant que nous échangions, nous avons tous été invités à participer à un chat vidéo anonyme. J'ai accepté et nous nous sommes retrouvés en direct. Et là, j'ai été surpris et figé. Il y avait un homme qui portait un masque en cuir. Il brandissait un couteau de boucher. Et à côté de lui, une fille était assise à même le sol. Elle se trouvait ligotée et avait du ruban adhésif collé sur la bouche. Son visage était rouge et bouffi, probablement à force de pleurer. Ses cheveux blonds étaient sales et emmêlés, et elle semblait essayer de crier. Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont joué, mais je voudrais exprimer ma gratitude particulière envers l'utilisateur Downhome Cooking pour son aide précieuse dans la recherche de ma chère Teresa. Si vous souhaitez obtenir des mises à jour supplémentaires, je vous invite à visiter 4chanB dans les heures à venir. Comme ça, tout le monde sera informé. Puis,
Il a éteint sa caméra. Qu'est-ce que j'avais fait? Est-ce que j'avais dirigé ce psychopathe vers cette fille? Teresa ou Maddy, peu importe son prénom. Est-ce que nous avons tous été complices de ce malade mental? J'ai pris la décision de monter dans ma voiture et de me rendre chez Maddy. J'ai rapidement atteint le terrain vague où se trouvaient toutes les caravanes. Puis, je me suis dirigé vers celle de Maddy. J'ai vu une voiture de police garée devant, et des voisins, sûrement, étaient en train de parler à 2 policiers présents. Après avoir regagné ma voiture, j'ai utilisé mon téléphone portable pour me connecter sur le site que l'homme masqué nous avait donné. J'ai remarqué une image avec un texte à côté. Il y avait écrit « Pour mes joueurs préférés ». Et il semblait que c'était la photo d'une fille ligotée qu'on conduisait avec force à travers une forêt sombre. J'avais la possibilité de voir son dos, ses cheveux blonds, et un sentier sombre illuminé par le faisceau d'une lampe de téléphone portable. J'ai pu repérer les bois qui étaient à quelques pas. À mesure que les images défilaient, je me disais que la meilleure solution était de la signaler à la police. Je suis sorti de ma voiture en courant, et je me suis dirigé vers les policiers, qui se trouvaient à l'extérieur de la caravane. Je leur ai signalé que la fille sur la vidéo était en danger et qu'elle se trouvait dans les bois voisins. À mon avis, les policiers ne comprenaient pas ce que je disais. Un des agents de police a pris la décision de rester avec moi et de prendre ma déclaration, pendant que l'autre se dirigeait vers les bois à la recherche de la fille. Je lui ai donné toutes les explications nécessaires. J'ai expliqué à l'ARG comment j'ai trouvé la fille et comment j'ai pratiquement conduit ce psychopathe jusqu'à elle. Il n'a pas semblé savoir ce qui se passait, mais a dit que j'avais agi en tant que complice d'un enlèvement. J'ai refusé qu'il prétende que j'étais simplement un criminel. À mes yeux, c'était comme un jeu et je ne savais pas que j'aidais ce psychopathe à retrouver cette jeune femme. Ensuite, je lui ai présenté mon téléphone portable et lui ai demandé de dire à son coéquipier que le psychopathe actualisait chaque partie de l'ARG. Il lui suffit de se servir de son téléphone portable pour les localiser. Il a communiqué avec son coéquipier par la radio et lui a conseillé d'utiliser les images affichées sur l'écran pour l'aider à repérer la fille. Je me suis de nouveau connecté en utilisant le lien laissé par ce malfrat. J'étais très nerveux en voyant les images postées les unes après les autres. La jeune fille se déplaçait d'un petit sentier à un édifice abandonné. Les photos suivantes étaient prises près du visage de la fille. Ses yeux étaient effrayés. Son visage était rouge avec des larmes et ses cheveux blonds étaient ébouriffés. Son visage était toujours recouvert de rubans adhésifs, d'eyeliner et de mascara. J'ai commencé à hurler au policier que le psychopathe allait la blesser. Le policier était perplexe et anxieux. Il ne cessait de demander par radio s'il avait retrouvé la fille, mais son partenaire était toujours en train de traîner dans les bois. Il lui fit savoir qu'il devait chercher un bâtiment abandonné. Mon regard est revenu vers l'écran de mon téléphone, et j'ai remarqué quelques photos de la fille attachée à une sorte de perche. Elle était dévêtue, sauf son soutien-gorge et sa culotte, et elle était sans vie. Son buste était couvert de sang, et des marques de coups de couteau étaient visibles. La photo suivante montrait l'homme au masque en train de faire ses adieux. Les derniers mots qu'elle a prononcés étaient « C'était un jeu amusant, et j'espère que vous avez apprécié votre récompense pour tout votre travail acharné. » Je suis tombé par terre, et j'ai vomi. Qu'est-ce qui venait de se produire? Qu'est-ce que j'avais fait? Le corps de la fille a été retrouvé par les policiers le lendemain matin. Ils m'ont appréhendé en tant que complice, et j'ai été contraint de consulter un avocat. Après avoir donné mon explication, ils ont tenté de dire que j'avais volontairement traqué et aidé le tueur à trouver, et par extension, à assassiner la fille. Jusqu'à présent, je me trouve toujours bloqué dans les procédures judiciaires, mais je fais actuellement de mon mieux pour aider la police à trouver le coupable. Je suis prêt à accepter n'importe quel accord pour éviter d'être condamné à faire de la prison pour cette histoire stupide. C'est déjà assez difficile d'avoir l'impression d'avoir joué un rôle dans le meurtre de cette fille par ce psychopathe. Ces idiots de policiers ne semblent pas comprendre le fonctionnement d'Internet. Ils pensent que je mens quand je dis que je pensais que c'était juste un jeu. D'après le procureur, toutes les photos que j'ai prises et partagées sur le chat sont la preuve que je la surveille. Mon avocat prétend que je devrais être tranquille, car j'ai tenté de les aider à retrouver le meurtrier la nuit du meurtre. Donc je suppose que je vais simplement devoir patienter jusqu'à mon heure et voir ce qui va se passer.
Va apporter ces quelques carottes à Monsieur Lièvre, dit papa renard à son fils. Il habite de l'autre côté de la forêt. Mais surtout, ne t'éloigne pas du chemin. Ni une ni deux, le petit renardeau saisit le pactage et prend la direction de la demeure de Monsieur Lièvre. Un chouette bonhomme, l'ami de papa. Toujours un peu de viande pour moi. C'est donc en chantonnant un petit air que vous devez probablement avoir en tête que le gentil Goupille franchit le seuil des bois. Le joli chemin est très agréable pour l'y coussiner. Je serai vite arrivé. Pendant que le loup n'y est pas. Oh, quelle bonne odeur! Sûrement un poisson qu'un ours est en train de faire cuire! S'exclame le jeune animal. Poussé davantage par son estomac que par sa raison, il quitte le sentier pour se diriger vers le si délicieux nectar. Soudain, un grognement derrière lui, un grognement terrifiant. En tournant sa gueule, terrorisé, notre héros découvre un immense loup, tout dents d'or, arborant des yeux ambrés menaçants. « Oh, vous m'avez fait peur, monsieur l'agent. » Parfaitement volontaire, petit garnement. Tu ne sais donc pas qu'il est imprudent de s'aventurer seul hors de la route. Tes parents ne t'ont pas appris à te méfier de ce qui rôde dans ces lieux, dit le policier en redressant sa casquette bleue. Je ne le ferai plus, monsieur l'agent, je le promets. Tout le monde sait que les renards sont de fiefs et fourbes, mais pour une raison inexplicable, tout le monde continue de se faire avoir. Allons mon garçon, ça ira, je te ramène sur la bonne voie, puis je devrais retourner à mes importants devoirs. Les loups, quant à eux, sont des gens très fiers et ne manquent jamais une occasion de se vanter. Si le loup y était. De nouveau sur le chemin, pratiquement en bout, et encore ce parfum. Renardeau rumine, il a faim, et Monsieur Lièvre n'est guère rapide dans la cuisson de la viande. Le loup est parti, et sa truffe lui dit que le poisson est tout prêt. Bon, je vais y aller, mais rapidement alors. On dit que les renards sont rusés, c'est exact, mais seulement à l'âge adulte. Les plus jeunes n'ont rien dans la tête. Une fois sur place, à pas feutrer, notre ami observe les magnifiques mets en train de cuire. Ça a l'air vraiment bon. Pouf, Renardeau fond sur ses pois grillés. Dommage, il n'a pas remarqué l'absence d'ours ou de propriétaires visibles. Il nous protégerait. Miam, 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 le candide gredin se régale. Ouvre tes oreilles, Renardeau. Entends le bruit inquiétant qui se rapproche de toi. Non, je suis occupé à écouter le crépitement du feu léchant la viande. Renifle avec ta truffe, Renardeau. Sens l'inconnu se faufiler près de toi. Non, je sens les douces épices raffinées. Lève tes yeux, Renardeau. Le monstre est devant toi. Oh mon Dieu! Un géant bipède lui fait face. Il est recouvert d'étranges parures et son visage est caché par de longs poils noirs sortant du sommet de son crâne. Fais le monstre avant de gober tout cru le pauvre enfant. Renardeau aurait dû se souvenir qu'il vaut mieux avoir la tête bien pleine plutôt qu'un ventre repu. J'ai un gros problème. J'ai un énorme problème. Je sais ce que vous allez dire en écoutant la suite. Le Deep Web, ce n'est pas un endroit recommandé. C'est dangereux. Et il aurait mieux valu que tu n'ailles jamais. Oui, je sais. J'ai remarqué. Mais à présent, c'est un peu trop tard. Au départ, on voulait juste se faire peur avec mon pote Dylan. On bosse tous les deux dans un magasin d'informatique. On répare des ordinateurs, des disques durs et des téléphones cassés. De temps en temps, quand il n'y a pas de clients, on va sur des sites gore et on joue à qui détournera le regard en premier. C'est un peu malsain, mais quand on a déjà passé en revue toutes les vidéos, essayé de ne pas rire, de ne pas être mal à l'aise et compagnie, il n'y a plus que ça pour se distraire. Bref, on a installé Tor et on a pu accéder au Deep Web. On voulait vérifier si ce qu'on disait à propos du Darknet était vrai. Et du coup, on a cherché un moyen d'accéder à des Red Rooms. On n'y est pas arrivé, et les seuls qu'on est parvenu à trouver, c'était du fake. Et puis, on est tombé sur ce site, Écrou Fringant. Contrairement aux autres sites du Deep Web, incroyablement sobres, celui-ci était plutôt bien fait, et présentait une esthétique steampunk. Plusieurs pages étaient disponibles, dont une sur laquelle on pouvait y télécharger des photos gore, prises avec un téléphone portable, de scènes de crime. On y voyait des hommes, des femmes, et parfois même des enfants tabassés à mort, poignardés, dévorés par des chiens, empoisonnés, ou en morceaux suite à des explosions. Une autre page du site, appelée Staff, présentait des photos de personnes sous des pseudonymes étranges.
La plupart n'étaient accessibles qu'en payant des sommes astronomiques. Les seules gratuites étaient déjà particulièrement dérangeantes pour qu'on cherche à voir les autres. Elles représentaient 2 hommes entièrement vêtus de latex, portant des masques de chiens et dont les membres avaient été raccourcis de moitié. Ils semblaient se déplacer à 4 pattes en prenant appui sur leurs moignons. Je voulais quitter le site car j'en avais déjà assez vu comme ça. L'attente de l'homme s'est calmée alors qu'il se déplaçait dans la cave de la ville. On n'y voyait pas grand-chose, mais l'homme, lui, semblait capable de se repérer assez facilement. Il a monté des escaliers en béton, puis ouvert une porte qui le menait dans un couloir. Les baies vitrées laissaient entrer les reflets de la lune sur la neige, ce qui nous permettait de voir tout ce qui se déroulait. L'homme semblait savoir où il allait, comme il ne tournait la tête que pour vérifier qu'il soit bien seul dans le bâtiment. Les messages à gauche de l'écran défilaient encore et encore, réclamant du sang, des femmes nues, des hurlements, des enfants, des gros plans. Des sommes astronomiques en bitcoin étaient versées, en espérant voir des choses abominables. Mec, je crois pas que ce soit une bonne idée de continuer. Ai-je dit. Attends, je veux voir ce qu'il va faire, a répondu Dylan. L'homme a discrètement ouvert une porte et s'est introduit dans ce qui semblait être une chambre. 2 personnes dormaient dans un grand lit. L'homme s'est approché sans un bruit jusqu'à filmer les visages d'un homme d'une 40aine d'années et d'une femme plus jeune. Ensuite, il a ouvert sa veste en cuir et a sorti un énorme couteau. À ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait qu'on arrête ce live, que ça allait vraiment trop loin. Mais je ne pouvais pas. Mon corps refusait de m'obéir. Je ne pouvais qu'assister à la suite du live, impuissant. Je me souviendrai toute ma vie du cri qu'a poussé l'homme en se jetant sur le lit. Du son que produisait la lame de son couteau lorsqu'il a planté dans la chair de ses victimes. Les images étaient floues, comme les mouvements étaient incroyablement violents. Le sang giglait sur les murs, y traçant de longues comètes dégoulinantes. Il a d'abord poignardé l'homme, puis la femme. Les malheureux hurlaient de douleur tandis que les coups pleuvaient. Les cris se sont changés en râles, puis en gargouillis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le son du bruit du couteau, qui perforait les draps et la chair dans un son humide. L'homme s'est levé du lit, allaitant, a fait volte-face et a allumé la lumière. Les flashs des lampes nous ont éblouis, jusqu'à ce que les images du meurtre nous apparaissent. Il y avait du sang partout. De longues traînées pourpres s'écoulaient sur le mur, et des flaques se formaient au sol. Dylan a coupé le live, alors que l'homme s'approchait des corps pour montrer des gros plans des visages encore horrifiés.
On est resté en plan devant l'écran noir. On venait d'entrer dans ce qui semblait être un appartement de banlieue. À peine avait-il fermé la porte que 2 chiens noirs venaient l'accueillir. La scène aurait pu être émouvante s'il s'agissait vraiment de chiens, et non des 2 hommes vêtus de latex en portant un masque de chien qui se déplaçait sur leurs moignons de bras et de jambes que nous avions vus sur le site hier soir. Ils se comportaient comme des chiens, et l'homme semblait les considérer comme tels également. L'un d'eux avait une petite carte dans la bouche. L'homme la lui prit et la montra à la caméra. Sur la carte figurait le nom et l'adresse de Dylan. Je lui ai dit d'appeler la police, qu'il pourrait l'aider et le protéger, mais il m'a dit qu'il préférait fuir, se cacher durant un certain temps, histoire d'être oublié par ces types. Ensuite, il a coupé son téléphone et je n'ai plus eu de nouvelles de lui de la journée. Tard dans la nuit cependant, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Il s'agissait d'une photo. Elle représentait la tête coupée de Dylan, posée sur le capot de sa voiture, dans un garage souterrain. En faisant abstraction de son air horrifié et du sang, on pouvait constater que sur son front était écrit au feutre noir « J'ai mérité ce qui m'est arrivé ». À peine ai-je eu le temps de me rendre compte de ce que cette photo signifiait, que je recevais une vidéo du même numéro. Je n'ai pas eu besoin de l'ouvrir pour savoir qu'il s'agissait de la même mise en scène avec les hommes chiens, et une carte portant cette fois-ci mon nom dessus. J'enregistre ce texte d'un local du commissariat le plus proche. Je leur ai tout raconté, dès que la photo et la vidéo m'ont été envoyées. Je leur ai montré ce que j'avais reçu. Ils m'ont dit qu'ils feraient le nécessaire pour me protéger et pour arrêter le tueur. De ce que je sais, le numéro qui m'a envoyé la photo et la vidéo n'est plus attribué. Le site que j'ai décrit n'existe plus. Il a dû changer d'adresse IP. J'espère qu'ils vont arrêter le tueur d'ici peu. En attendant, j'essaye de me calmer, de respirer. C'est pas facile. Alors comme ça, vous vous intéressez à cette affaire. Pourtant, tout le monde connaît ces histoires depuis bien des années. Je peux vous demander pourquoi vous voulez en reparler maintenant? C'est moi qui pose des questions, monsieur Gepetto. Vous devez répondre. C'est aussi simple que ça. Et si je refuse? En effet, rien ne vous oblige à répondre, mais si vous le faites, vous pourrez aider des gens qui sont probablement en danger. Bon. On va dire que j'ai envie de vous aider. Mais je ne raconterai rien de nouveau. Cette affaire, le monde entier la connaît. Même si personne ne m'a cru. Donc on va commencer par parler de votre jeunesse si vous le voulez bien. Vous avez été élevé par des personnes qui vous ont maltraité? Vous étiez le seul enfant de ce couple qui vous a adopté? Oui. Vous pouvez développer? Suis-je vraiment obligé de répondre à ces questions stupides qui n'ont rien à voir avec l'affaire? Si c'est pour faire pleurer les ménagères, ce n'est vraiment pas la peine de développer. Ce n'est pas pour faire pleurer, c'est juste que j'aimerais comprendre comment tout ceci est arrivé. Bon, alors oui. On ne peut pas dire que mes parents m'ont emmené à Disneyland. C'était corvée, école, punition. Vous n'aviez pas de frères et sœurs? Non, j'étais seul. Mon père m'avait adopté pour que je travaille avec lui. C'est la seule raison. Vous avez toujours été seul, d'après ce que l'on sait sur vous. Vous ne parliez à personne à l'école, toujours seul. Ouais. Les autres élèves ne m'approchaient pas. Ils avaient peur que le pauvre Gepetto leur refile des maladies. Parce que j'étais toujours sale et mal habillé.
Et est-ce que vous avez essayé d'aller vers eux, d'essayer de leur parler? Non. Je pensais qu'ils allaient se moquer de moi. Donc je restais seul et je lisais des livres. C'est donc à ce moment que vous avez commencé à vous créer des amis imaginaires? Oui, j'en avais marre d'être seul. Un jour, j'ai volé une des poupées en porcelaine de ma mère. Je l'avais appelée Amy. J'ai passé des longues nuits à lui raconter mes misères. Ça me faisait du bien. Puis un jour, je commençais à travailler avec mon père. Il était menuisier. C'est lui qui m'a appris à travailler le bois. C'est à ce moment que j'ai commencé à créer ma nouvelle poupée, qui deviendrait mon amie. Sauf que votre père, voyant votre poupée, est devenu furieux et l'a détruit. Ouais. Et pendant de longues années, j'ai abandonné le projet. Vous avez rencontré Magdalena. Vous avez eu une longue relation avec elle? Magdalena, ouais. Je l'ai aimée plus que tout. Je lui ai tout donné. On allait avoir un enfant, mais ça s'est mal passé. Elle a perdu le bébé. Et finalement, elle a décidé de partir avec un autre homme. Elles sont seules. C'est à ce moment que vous avez créé votre nouvelle poupée? Ouais, mais parlons plutôt de Pantin. Pendant des jours, des semaines, j'ai créé mon fils. Avec amour. J'ai tout fait pour le rendre beau. Le moindre petit détail était soigné. Puis quand j'ai eu fini, j'en ai pleuré tellement elle était magnifique. Vous savez ce que j'ai fait ensuite? Dites-moi. Je lui ai confectionné des petits vêtements et je l'ai habillé. J'étais tellement ému en le regardant. Il était très beau. J'étais très fier de l'avoir créé. Mon fils en bois. Mais à cet instant, vous saviez que ce n'était qu'un pantin, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mais pour moi, c'était un être vivant. C'était le fils que je n'aurais jamais eu. J'ai entendu dire que vous l'emmeniez partout avec vous. Au magasin, à la banque, à votre travail. Ce n'est pas un peu particulier? C'était mon enfant, mon fils. Les premiers jours, quand je rentrais du travail, je le voyais seul sur le canapé. Et je me disais qu'il devait se sentir seul. J'ai donc simplement décidé de l'emmener partout avec moi. On était à deux. On se sentait bien mutuellement. Vous connaissez Monsieur Jiminy? Ouais, cette espèce d'ordure. Je le déteste. C'est un de mes collègues. Il a fait du mal à Pinocchio. Il s'est amusé à lui dessiner des choses obscènes sur le visage alors que j'étais parti aux toilettes. Comment avez-vous réagi en voyant cela? À votre avis, vous feriez quoi si votre collègue dessine des bites sur le visage de votre enfant? Je deviendrais furieux, j'imagine. Voilà. Je suis devenu furieux. Mais vous savez, ce n'est pas moi qui lui ai planté ce tournevis dans l'œil. C'est lui. C'est Pinocchio. Est-ce que vous l'avez vu faire? Non, il me l'a dit quand on est rentré. Il m'a dit qu'il avait fait ça car j'étais triste à cause de lui. Donc, Pinocchio était vivant selon vous? Ouais. Mais il ne l'a pas toujours été en vrai. Cette nuit, je l'ai vue. Elle. Attendez, qui ça, elle? Une sorte de dame blanche. Elle était à côté de Pinocchio. Et il lui murmurait des trucs à l'oreille. Et d'un coup, elle a disparu. Puis Pinocchio a commencé à bouger. Elle regardait ses bras, ses jambes, ses mains. Puis il m'a regardé et m'a souri, en me disant « Papa ». C'était le plus beau moment de ma vie. Mon fils était devenu vivant. Mes longues prières avaient été entendues. Vous savez qui est cette dame blanche que vous avez vue? Non, et je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a offert le plus magnifique cadeau que j'aurais pu avoir. D'accord. Donc, vous dites que Pinocchio est devenu vivant. Mais d'après mes recherches, vous avez dit que devant les gens, vous lui avez ordonné d'être une simple poupée de bois, pour ne pas que des gens mal intentionnés lui fassent du mal. C'est exact. Il m'a toujours obéi. Je vais revenir à Monsieur Jiminy. Il dit que c'est vous qui vous êtes emparé d'un tournevis et que vous lui avez planté dans l'œil, parce que vous étiez énervé lorsque vous avez découvert sa blague. Vous vouliez le tuer. Si j'aurais voulu le tuer, ce n'est pas dans l'œil que je lui aurais planté ce fichu tournevis, mais dans le crâne. Ce n'est pas moi qui ai blessé cet imbécile. C'est mon fils. Pourtant, il affirme le contraire. Vous pensez vraiment qu'il va vous dire qu'il s'est fait agresser par un pantin en bois? Il fait très attention à son image, ce con. Il ne veut pas être mal jugé. Bon, d'accord.
Admettons que ce soit Pinocchio qui ait agressé votre collègue. Vous lui avez dit quoi à votre fils? Je l'ai réprimandé, bien entendu. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas planter un outil dans l'œil des gens. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit qu'il était désolé, que je ne méritais pas un garçon comme lui. Qu'il fallait qu'il devienne un vrai petit garçon. C'est à ce moment que vous avez eu cette idée en tête? L'idée d'avoir un vrai petit garçon? Non. Pinocchio était pour moi un vrai garçon. C'était mon fils, et il le sera toujours. C'est lui en revanche qui a eu cette idée en tête tout le temps. Comment le savez-vous? Parce que vous allez trouver ça curieux, mais Oh, vous savez, je pense que maintenant plus rien ne m'étonnera. je vais ignorer cette remarque. Donc je disais que je pouvais savoir quand il disait la vérité. Son nez s'agrandissait quand il mentait. Je ne sais vraiment pas comment tout cela était possible, mais quand elle disait quelque chose qui n'était pas vrai, je voyais son nez s'allonger. Et à force, il ne mentait plus. De toute façon, je l'aurais vu. Donc, vous êtes en train de dire que votre fils est un pantin en bois vivant qui a planté un tournevis dans l'œil de quelqu'un et que son nez s'allonge s'il dit des mensonges? Oui. D'accord. Venons-en à la principale question du pourquoi je suis ici. Connaissiez-vous Elliot Milo? Monsieur Geppetto, pouvez-vous répondre? Oui. C'était le fils de mes voisins. Étiez-vous en mauvais termes avec les Milo? Non. Ils étaient très gentils, ne me prenaient pas pour un fou. Ils m'invitaient souvent à boire un café. Et Madame Milo m'apportait souvent des gâteaux qu'elle faisait elle-même. Et Elliot? Elliot était un petit gars sympathique, toujours souriant. Il aimait jouer avec Pinocchio. Parfois, je laissais emmener Pinocchio avec lui durant toute une après-midi, et Pinocchio me racontait comment ils s'étaient amusés ensemble. Bien sûr, les parents d'Elliot ne savaient pas que Pinocchio était bel et bien vivant. Et Elliot, il aimait votre fils? Bien sûr, qui n'aimerait pas Pinocchio? Le jour du drame, que s'était-il passé exactement? Parce que je trouve ça curieux que votre fils se mette à massacrer cet enfant. Monsieur Geppetto, pouvez-vous répondre, s'il vous plaît? Il a simplement voulu que je sois fier de lui, et que je sois heureux. C'est ce qu'il m'a dit. Vous savez, Pinocchio n'est pas un mauvais garçon. Il est d'une incroyable gentillesse. Votre gentil garçon a quand même tué un enfant de plusieurs coups de hache, lui a tranché la tête et lui a découpé la peau du visage. Il voulait me faire plaisir. Il ne voulait pas faire du mal à ce gosse. Alors dites-moi pourquoi, du jour au lendemain, Pinocchio aurait fait une chose pareille, étant donné qu'il s'amusait bien avec lui encore la veille. On s'était disputé le matin du drame. Et pour la première fois, je lui ai dit que j'aurais aimé un vrai petit garçon. Mais je le pensais pas, je vous jure. C'était sous l'énervement. Il est sorti de la maison en colère et je ne l'ai pas revu avant le soir. Couvert de sang. Et avec un masque sur le visage. Le visage d'Elliot. Et il m'a dit qu'il était maintenant un vrai petit garçon et m'a demandé si j'étais fier de lui. Comment avez-vous réagi en entendant ça? J'ai essayé de pas paniquer. Je lui ai dit de s'asseoir et de m'expliquer ce qu'il avait fait. Il m'a raconté qu'il avait été chez Elliot. Il m'a dit qu'ils avaient été dans sa chambre et que c'est là qu'il lui avait planté la hache dans le dos. Puis il lui a tranché la tête. Il m'a dit ça comme ça. Puis il m'a dit qu'ils avaient découpé le visage d'Elliot pour le mettre à sa place. C'est tout. Il riait quand elle m'a raconté ça. Il était certain que je trouverais ça génial et que maintenant qu'il était un vrai petit garçon, nous pourrions aller nous balader à deux sans qu'il fasse semblant d'être un pantin. Il était fou de joie. Que lui avez-vous dit alors? J'imagine que ça ne devait pas être très facile. En effet. Je lui ai dit qu'avant de sortir montrer son visage à tout le monde, je devais aller voir les voisins juste pour leur dire merci. Je savais pas quoi dire, vous savez. Et je voulais voir de mes yeux ce qu'il avait fait. Parce que même avec le visage du gamin sur la tête, je n'arrivais pas à me dire qu'il venait de massacrer un enfant. Il m'a dit qu'il devait venir avec moi.
Je l'ai donc pris dans mes bras et je suis parti chez les voisins. La porte était ouverte. Je suis donc rentré sans frapper et j'ai suivi les gouttes de sang sur le sol, qui ont mené à la chambre du petit. Et là, j'ai vu l'épouvantable massacre. Il y avait ce petit corps plein de sang. Cette hache. Du sang partout. J'ai lâché Pinocchio par terre et je lui ai hurlé dessus. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Et c'est à ce moment-là que les parents d'Eliot sont entrés dans la chambre. Sa mère a hurlé et s'est précipitée sur le cadavre du petit. Son père m'a attrapé et m'a mis des dizaines de coups de poing. Et je me souviens juste d'être réveillé à l'hôpital. La poupée est sous scellée maintenant, vous savez? Elle n'a jamais bougé. Je sais. J'ai été accusé du meurtre, personne ne m'a cru. J'ai tout perdu. Mon fils, ma vie. Moi je vous crois, monsieur Geppetto. J'ai quelque chose à vous montrer. Vous voyez qui est sur cette photo? Oui, c'est... Pinocchio. Ce petit garçon? Oui, j'ai trouvé ce petit qui était seul dans votre ancien chez vous, lorsque je voulais faire des recherches sur le paranormal. Il était allongé, sur le divan. Il m'a dit qu'il avait fait quelque chose de mal, et que vous ne l'aimiez plus. Il ne s'était même pas rendu compte qu'il était devenu un vrai petit garçon. Il faisait semblant d'être un pantin quand il m'a vu. Ce n'est pas possible. C'est vous qui me dites ça? Soyez sans crainte, votre fils va bien. On l'a confié à une famille d'accueil. Bien entendu, toute l'histoire sur son passé a été mise sous silence. Personne n'a cru à son histoire. Je voulais que vous sachiez que je vous crois, et que Pinocchio va bien. Maintenant il s'appelle Mathieu. Il ne vous a pas oublié, et il vous aime beaucoup. Bon, je dois y aller. Je voulais savoir toute l'histoire par simple curiosité. Merci de m'avoir accordé tout ce temps, monsieur Geppetto. Les monstres relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Les gens d'urbaine creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique.